Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise allemande BASF? BASF est une compagnie chimique allemande, donc c'est le plus grand groupe chimique au monde. Donc, pour la description sommaire de la compagnie, je vais vous le mettre en dessous de la vidéo. Donc, mettez pause, lisez-la et revenez sur la vidéo. Donc, la première chose qu'on va regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, voilà, on peut déjà voir ici qu'on a des revenus qui sont en berne à ce niveau-ci et une croissance subite aux alentours de 2021. Mais quand vous lisez les rapports financiers, vous savez que d'ici à là, on a dû vendre une partie de l'entreprise. Et à ce niveau-ci, c'est ce qui reste après la vente d'une partie de l'entreprise. Donc, c'est tout à fait normal si on a ce genre de variation-ci. Mais vous devez toujours lire les rapports financiers pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce genre de variation. Donc, parce qu'il ne faut pas le laisser sans réponse. Et également, ça vous donne déjà des informations par rapport à ce que vous devez lire quand vous allez lire les rapports financiers. Au niveau de la croissance, elle n'est pas exceptionnelle. C'est une compagnie qui croît généralement par acquisition. Donc, c'est une compagnie mature, donc on ne s'attend pas à grand-chose. Généralement, la croissance doit être au niveau de l'inflation. Donc ici, pour notre analyse, je vais prendre 75 milliards en termes de revenus. D'accord. Les analyses prévoient 80 milliards aux alentours de 2024, mais on va essayer de rester équilibré à partir de ce niveau-ci. Donc, ça, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux revenus, mais j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau de la marge brute, ici, on a une marge brute qui est à peu près stable, d'accord. On est aux alentours de 25%, avec tout ce qu'il y a pu avoir, le Covid, etc. Donc, c'est une compagnie qui a un pricing power, mais également, elle est impactée négativement par le prix des matières premières, donc notamment le coût de l'énergie. Donc, quand le prix du gaz ou bien du pétrole augmente, ça entraîne des charges supplémentaires pour elle. Mais en tout cas, c'est à durée, c'est à moyen terme, parce qu'elle a la capacité de pouvoir passer ces coûts-là aux consommateurs. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante? Ça suit la même tendance que la marge brute. Donc, on peut voir ici qu'il y a des variations là et là. Donc, on est dans une stabilité. Également, il y a des raisons par rapport à ce genre de variation. Si vous retournez par le passé, vous allez voir que ça peut être dû ici au pétrole et ça peut être dû ici au coût de l'énergie. Donc, quand je dis le pétrole en général, ce sont les coûts de l'énergie, notamment le gaz. Et également, il y a plusieurs crises, etc. Donc, voilà, on va se dire qu'il y a une certaine stabilité. J'aime bien ça, mais il faut lire les rapports financiers parce que c'est également une compagnie qui est cyclique. Enfin, moyennement cyclique, on va le dire comme ça. Maintenant, quel est l'état de la dette nette sur EBITDA? Dette nette sur EBITDA est aux alentours de 1.3. Vous remarquez ici qu'entre cette partie-ci et là, donc entre 2020 et 2021, il y a une baisse. C'est une bonne chose, mais également, vous allez remarquer que le revenu a augmenté drastiquement. Donc, l'EBITDA a augmenté. Ce qui veut dire que déjà, à la base, il faut essayer de normaliser les résultats, essayer de comprendre pourquoi ce revenu-là est croissant, est-ce qu'il va rester à ce niveau-ci ou bien est-ce qu'il va aller plus loin que ça. Donc, comme je vous l'ai dit, les analyses prévoient des revenus plus élevés. Mais en fonction de quoi ils prévoient des revenus plus élevés, il faut aller voir cela en lisant leur rapport. Et vu qu'on n'en a pas accès, il faut lire les rapports financiers de la compagnie. D'accord? Que pense le management par rapport à ce genre de variation-là? Le management prévoit 77 milliards en 2022 et après, il prévoit également une augmentation des marges. Mais dans tous les cas de figure, moi j'aime bien ce que je vois ici. On cherche un ratio net dette sur EBITDA inférieur ou égal à 5. Donc j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau de la dette également, il faut qu'on précise une chose. Quand vous allez voir la dette nette ici, on a une dette nette aux alentours de 14 milliards 750. Ça, c'est la dette nette. Mais la dette nette ici ne prend pas en considération les participations dans certaines entreprises que BASF détient. Ce qui veut dire qu'elle peut se départir de ces participations-là pour pouvoir repayer la dette. Si vous prenez en considération ces participations-là, la dette nette est aux alentours de 3 milliards. Donc, en arrangeant à nouveau le bilan de l'entreprise, on se rend compte que la dette nette, techniquement, est aux alentours de 3 milliards. D'accord? Donc, c'est ce que je vais utiliser pour mon autre analyse ici. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, quel est le multiple qu'on va utiliser? Donc, ici, vous savez que généralement, j'utilise le multiple du bénéfice net. Encore une fois, mais j'utilise toujours les free cash flow. Mais si j'utilise un multiple des bénéfices nets, je peux également l'utiliser sur les free cash flow parce que les free cash flow ont plus d'importance que le bénéfice net. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? La moyenne est de 13,37. En date d'aujourd'hui, on est à 9,31. Donc, on dirait que par rapport à la moyenne, on est sous-évalué. Mais je vous ai dit une chose. Quand vous allez remarquer ici plus haut, le revenu est exceptionnellement élevé. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est durable? Si le revenu est exceptionnellement élevé, sans doute les free cash flow également sont exceptionnellement élevés, ainsi que les marges nettes. Donc, les bénéfices nets entre parenthèses. Donc, il faut se dire qu'il faut prendre cela avec des pincettes. Mais après vérification, je sais que c'est tout à fait normal. Le 78 milliards ici aujourd'hui, il est normal. 75, c'est la moyenne qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Donc, quand on regarde ici, l'entreprise a l'habitude de s'échanger aux alentours des, c'est 13 fois les bénéfices, la moyenne, mais je pourrais dire que 17 fois les bénéfices pourraient être la marge supérieure.
la moyenne ici pourrait être aux alentours de 15 fois et le minimum, on va le prendre à 13 fois. D'accord? On va le faire comme ça. Donc, la valeur sera à ce niveau-ci. Qu'est-ce que ça va nous donner en termes de chiffres? Premièrement, j'utilise 75 milliards comme revenu. 6% de 75 milliards, c'est la marge des free cash flow. Donc, quand vous allez regarder les free cash flow, vous allez vous rendre compte qu'on est aux alentours de 3 milliards. Mais attention, ces free cash flow-là, les free cash flow, en fait, le calcul est simple. C'est bénéfices opérationnels moins dépenses en capital. Or, il y a deux sortes de dépenses en capital. Il y a la dépense en capital pour la maintenance et la dépense en capital pour la croissance. Le plus important dans la dépense en capital, c'est la dépense en capital pour la maintenance. Parce que celui-là, vous ne pouvez pas le substituer. Or, la dépense en capital pour la croissance, par exemple, si on veut construire une nouvelle usine, c'est temporaire. C'est complètement temporaire. On peut choisir de le couper, mettre pause, ou bien quand la croissance est terme, quand on a déjà fait une dépense pour la croissance, on récolte les fruits derrière. Donc, quand on prend en considération la dépense pour la maintenance, la dépense en capital pour la maintenance, le free cash flow est de 6%. D'accord? Et également, si vous le comparez par rapport au bénéfice net, vous allez vous rendre compte que dans cette entreprise, le bénéfice net est généralement égal à free cash flow. Les deux sont parce que la dépense de la dépréciation et amortissement est généralement égale ici à la dépense en capital minimum, moyenne. Donc, qu'est-ce que ça nous donne en termes de chiffres? 13 fois les bénéfices ici multipliés par 4 milliards 500. 4 milliards 500, c'est 6% de 115 milliards. Moins la dette nette qui est de 3 milliards ici, divisé par le nombre d'actions qui est de 905 millions. Je sais également qu'au niveau du nombre d'actions, vous allez voir, c'est 912 millions, 911 et 70. Donc, c'est 912 millions d'actions si on arrondit, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est $1 de différence. Donc, c'est 1 euro de différence plutôt. Donc, il n'y a pas grande variation. On ne cherche pas à avoir précisément raison, mais on va avoir le moins de tort possible. Mais dans tous les cas de figure, c'est également une entreprise qui rachète ses propres actions. Bon, pas énormément. Et d'ailleurs, même c'est un problème que j'ai avec cette entreprise par rapport à ça. Mais on va y revenir plus tard. Donc ici, quand on divise par le nombre d'actions, ici, ça donne 61 euros l'action, sous-évalué au prix actuel. Quand on prend 15 fois les bénéfices, toujours avec le même calcul, ça nous donne 71 euros l'action. Et quand on prend 17 fois les bénéfices, notre marge supérieure, ça nous donne 81 euros l'action. Alors, où est-ce que moi je vais me situer? Personnellement, je vais me situer à ce niveau-ci, à 81 euros l'action à long terme. D'accord? Ça, c'est à long terme sur un environnement, sur un horizon de 5 ans au moins. Donc, c'est là où je vais me situer. Mais si on veut rester équilibré en date d'aujourd'hui, je dirais que voilà, 71 euros pourrait être correct. D'accord? En date d'aujourd'hui, elle pourrait même déjà s'échanger à 71 euros l'action. Alors, également, c'est une entreprise qui vous verse un dividende. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui aiment les dividendes. Le dividende est de l'ordre de 6,59%, soit à peu près 3,40 € par action. C'est une bonne chose. C'est là où j'ai un problème avec cette entreprise parce que j'aurais une préférence plutôt pour le rachat d'actions et versement d'un dividende. Donc, elle aurait pu verser 3% en termes de dividendes. Donc, je pense que le dividende qu'elle verse en date d'aujourd'hui, c'est près de 3 milliards 100. Donc, elle peut reverser 1 milliard 500 en dividendes et le reste, donc les 1 milliard 600 restants, racheter les actions. Donc, ça permet de faire la même chose. Donc, généralement, les compagnies européennes ne le font pas, généralement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Surtout les compagnies cycliques, elles ne le font pas. Elles préfèrent verser un dividende. Or, il serait préférable de racheter les actions également. Donc, on a de deux choses. L'une, on a un rendement et également, on peut bénéficier de la croissance du prix de l'action. Donc, mais dans tous les cas de figure, 6% de rendement en date d'aujourd'hui, c'est bien. Et c'est un dividende qui est safe. Donc, quand vous le regardez ici, ils payent quand même une grosse partie de leur free cash flow en dividende. Et ils n'ont presque pas de dette. Donc, je dirais que c'est un dividende qui est safe. Est-ce que maintenant, le dividende va être croissant? Personnellement, je ne suis pas d'accord qu'il fasse augmenter ce dividende-là. Sauf si et seulement si le 80 milliards de revenus devient la nouvelle norme. Mais dans tous les cas de figure, actuellement à 3,40 €, je pense qu'on est déjà à un niveau supérieur. Donc, ne nous attendons pas à une croissance des dividendes. D'accord? Le plus important, ce n'est pas la croissance des dividendes. Le plus important, c'est d'abord la stabilité des marges brutes, la stabilité des marges nettes plutôt, la stabilité des free cash flow, ainsi que l'augmentation des revenus. C'est le plus important. Maintenant, tout ce qui concerne le dividende, etc., c'est la cerise sur le gâteau. Donc, ici, on dira qu'en date d'aujourd'hui, je vais dire que nous avons une entreprise sous-évaluée. Donc, mon prix à moi, ça serait la valeur que je lui attribue serait aux environs de 81 € si on est optimiste. Mais on va essayer de rester équilibré ici aujourd'hui. Donc, on va se dire qu'aux alentours des 71 € l'action, on a une opportunité d'investissement. Si on prend 71 € plus encore les dividendes qu'on nous verse, ça pourrait représenter quelque chose d'intéressant. Mais bon, c'est pas comme ça que moi j'aborde généralement mes investissements. Le plus important, c'est d'abord la qualité de l'entreprise, ensuite la stabilité des marges, etc., etc. Donc, pour cette entreprise-ci, 71 € serait un prix correct en date d'aujourd'hui.
Donc, maintenant, avant d'y investir, vous lisez vos rapports financiers. Vous ne vous limitez pas juste aux chiffres, d'accord? Donc, 81 euros, c'est nos marges supérieures. 71 euros, c'est la marge inférieure. Donc, dans tous les cas de figure, cette entreprise a la capacité de pouvoir s'échanger entre ces deux intervalles-ci. Donc, au prix actuel, ce serait une opportunité d'investissement. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.